Donc on n'a pas libéré. On est venu à quoi? Emprisonner les Congolais. Pour avoir des passeports pour voyager, et poni bilongi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, les uns ont droit et les autres n'ont pas droit. Les services, si vous parlez Swahili, Afdel, oui. Mais si vous êtes d'autres provinces, vous êtes un ennemi. Alors, monsieur... Ça, nous sommes encore rentrés à l'Antiquité, même avant notre indépendance. Le fait d'avoir obtenu le pouvoir par la force, par une rébellion, c'est vrai parce que il y a certains qui sont jusqu'à là au pouvoir, qui transforment le concept de rébellion en libération. Oui. Alors, est-ce que c'est normal d'abord? Non, ça ne tient pas. Ce concept-là, ça ne tient pas parce que leurs actes posés sont toujours de nature rébelliotique jusqu'aujourd'hui. Tout ce qui s'est fait, parce que vous savez, ils devaient laisser progresser la démocratie telle qu'il était prôné par le maréchal Mobutu en 90. Non, mais maréchal, vous savez, c'est lui qui bloque aussi la démocratie. Ok, il n'y a pas de problème. Sans volonté, c'est ce nous qui a fait avons que compris, ce n'est qu'aujourd'hui que tout le monde aujourd'hui, sur 10 personnes, il y a 10, maréchal aujourd'hui a obtenu 10 sur 10 pour les gens qui m'appelaient. C'était toujours à sa faveur. J'ai dit, oh, même quelqu'un qui est déjà mort maintenant, il a 10 sur 10. C'est-à-dire quoi? On n'a pas pu libérer les Congolais. Nous sommes prisonniers. Donc, avant qu'un Congolais sorte du pays, ça devient de l'hécatombe. Mais les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, les Tanzaniens qui sont ici, ils font des navettes, des mouvements à tout moment. Les Congolais sont surveillés comme un régime d'occupation. Je pèse ce que je suis en train de dire. Pour aller trouver du travail dans un poste donné, si vous ne parlez pas Swahili, vous ne parlez pas du modèle de l'AFDEL, là, vous ne trouverez pas du travail. Donc, en réalité, il n'a fallu pas récupérer la démocratie prônée par nos vieux délimités et consorts et les maréchals de Mobutu pour les donner aux gens qui sont venus avec des armes. Il est très difficile pour pouvoir céder les pouvoirs d'une manière démocratique. C'est très difficile. Contre les expulsions massives des Congolais de la République démocratique du Congo habitant Brazzaville, une déclaration a été lue par la coordination nationale des Bembistes appelant les deux présidents des deux pays de se rencontrer afin de mettre un terme à ces expulsions. Suivant cette déclaration de la coordination nationale des Bembistes. Et face à l'impérieux besoin de vivre la paix, en vue du rétablissement rapide de la quiétude entre les deux peuples, la coordination nationale des Bembistes, en sigle CNB, en appelle d'urgence au génie des deux chefs d'État à s'inspirer de la sagesse africaine en cas de pareille crise et suggère ce qui suit. 1. La rencontre physique et sans intermédiaire entre les deux chefs d'État, leurs excellences Denis Sassou Nguesso et Joseph Kabila. 2. L'institution sans délai d'une commission parlementaire mixte entre les parlements des deux États respectifs. 3. La médiation et bons offices du président gabonais, son Excellence Ali Bongo, car répondant lui-même de la fibre ethnique Téké qui lie les deux frères en conflit. Au finish, la CNB, Coordination nationale des Bembistes, invite les hommes de bonne volonté et pris de paix dans les deux rives à se joindre à nous au sein du cadre créé à cet effet dénommé Pax pour Malebo. Fête à Kinshasa le 12 mai 2014. Je vous remercie. Espérons que cette situation pourra s'arrêter d'ici quelques jours. Odjani a été tué dans une fusillade par les policiers brazzavillois à la suite d'un échange de tirs au moment où ces policiers voulaient procéder par son identification. Suivant ce commentaire que nous propose Hakim Kombo. Deux rebelles de moins viennent de s'effacer au tableau des pourchasses de Kinshasa. Si Jules Mouteboussi s'est éteint à la suite d'une maladie, le chef rebelle Odjani, lui, est mort alors dans une fusillade qui lui a opposé aux policiers du Congo-Brazzaville.
Les deux anciens rebelles qui ont trouvé la mort en dehors des frontières congolaises étaient recherchés depuis belle lurette par les autorités de Kinshasa pour être ensuite jugés. Mutebussi, lui qui était hébergé au Rwanda, était dans les collimateurs de la justice congolaise pour avoir participé à la prise de Bukavu aux côtés de Nkunda Batwari. Tandis que Oudjani, on lui reprochait pour l'assaut lancé en 2004 contre la ville de Mbandaka à l'Équateur. Kinshasa, qui s'en inquiète, se demande de la façon dont Oudjani s'est retrouvé en liberté alors que Brazza avait à l'époque donné des assurances de ne pas laisser cet homme circuler libre. Le pasteur Mutombo, extradé au pays, sa libération sous caution a du coup découragé au moment où on attendait avec ferveur les colis Mukungubila. Qu'à cela ne tienne, le prophète Joseph Mukungubila, bien que libéré, il aura à répondre au tribunal de grande instance de Johannesburg à chaque fois que ses juges auront besoin de lui. Le projet de loi portant exploitation commune du barrage Inga 3 a été présenté au Sénat par le ministre des Affaires étrangères et coopération internationale et de la francophonie, Raymond Tshibanda, un projet qui n'a pas rencontré l'unanimité plutôt des sénateurs. Souvent, ce reportage que nous propose Alenoka. Prenant part à la séance plénière de ce vendredi 16 mai au Sénat, le ministre des Affaires étrangères, coopération régionale et francophonie Raymond Tshibanda a présenté le projet de loi portant ratification du protocole d'accord entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Ce protocole d'accord porte essentiellement sur l'exploitation commune du barrage d'Inga, un projet d'après le ministre Raymond Tshibanda aura à rapporter des bénéfices à la RDC. Pour les sénateurs, ces projets rentrent dans le cadre commercial. Il ne vaut pas la peine de venir les présenter au Sénat. Mieux vaut commencer à les signer et faire rapport au Sénat. Et d'autres sénateurs, par contre, ne semblent pas être d'accord avec ces projets. Ils avancent selon eux que c'est l'Afrique du Sud qui aura attiré beaucoup de bénéfices car elle aura à bénéficier de 2500 MW. La RDC, par contre, n'aura que 2300 MW pendant qu'elle dispose le foyer de production du courant électrique qui sera transporté en Afrique du Sud à partir du barrage d'Inga construit au Bas-Congo. Pour plus d'éclaircissements sur ces dossiers, les sénateurs ont exigé que le ministre des tutelles qui gère les courants électriques soit invité lui aussi au Sénat en vue de donner son point de vue sur cette question qui concerne son secteur. Voilà, là c'est autre question, M. Mokia. Projet Inga 3. Maintenant, on voudrait exploiter ensemble avec les Sud-Africains. Bon, c'est vrai que beaucoup de sénateurs n'ont pas été pour, mais on se pose en même temps la question, au moment où beaucoup de Congolais, les propriétaires de ce barrage, n'ont pas d'électricité, vivent dans des conditions que nous savons, voilà, on voudrait desservir autres pays au nom de quel contrat? L'argent qui prend généralement des destinations inconnues en défaveur de la même population. Vous appréciez comment ce projet? Mais c'est ça qu'on appelle l'occupation du pays. Le pays est sous occupation. Parce que quand vous essayez de parler, on vous tue, on vous arrête, on vous cause du tort. Inga a été construit par le maréchal Mobutu, a exécuté son propre projet de la construction de Inga. Il n'avait pas fait appel à l'Afrique du Sud ou d'autres pays pour lui prêter main forte. Non. Il devait construire Inga 1, Inga 2, Inga 3, ou 4, ou 5, ou 10, avec les fonds propres de la République démocratique du Congo. Mobutu avait contracté 4 milliards 500 millions de dollars auprès des institutions financières du monde. Et il a construit Inga. Et Inga a commencé à produire pour son autofinancement d'autres projets restants. NITETES au départ. Mais malgré ça, Mobutu était ici. Nous ne manquons pas l'électricité. Les 1700 mégawatts construits qu'on utilisait, c'était pour conquérir l'ensemble du territoire national. Mais maintenant, ils sont arrivés au pouvoir, les 17 mai. D'abord, ils sont allés tirer des balles. Comme ils aiment tirer que des balles, ils sont allés détruire Inga. Avec des balles, ils ont coupé l'électricité. Et maintenant, depuis là jusqu'à aujourd'hui, et même ils ont baptisé ça délestage. Mais allez construire maintenant les Inga 3 avec l'argent des Sud-Africains. C'est-à-dire que nous sommes maintenant une colonie. La RDC, c'est une colonie de Rwanda, Sud-Afrique,
maintenant Congo-Brazzaville, Burundi et Ouganda. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas concevoir des projets avec notre argent, exécuter conformément à ces projets, nos propres projets. C'est impossible. C'est pourquoi moi je souhaite de vous dire, voilà, vous avez en face de vous les gens qui vont remettre la dignité du Congo de demain. Il ne faut pas nous sous-estimer. Parce que Bahati Lukweba avait fait au Parlement quand il fut député. Il a fait des tours par-ci, par-là. Il dit que l'argent récolté par mois, c'est 120 millions de dollars. Mais les 120 millions de dollars, papa, c'est beaucoup. Ça pouvait continuer petit à petit à exécuter les projets de Inga 2, Inga 3, Inga 4. Au fur et à mesure qu'on va récolter, peu importe l'état que cela va prendre. Mais maintenant, nous sommes là que des mendiants. Alors que certaines personnes ont beaucoup d'argent qui peuvent remonter la Gécamine, remonter la Miba, remonter Inga, remonter Kilomoto, remonter la SNEL et la régie des eaux. Au lieu de confier ça à des Ouest africains, à des gens, vous savez, sur sa tombe, le maréchal Mobutu est à tête de pleurer. Merci. En vue d'une organisation interne de la société civile qui une rencontre entre la Commission électorale nationale indépendante et quelques responsables de la société civile concernant la question de l'éducation civile électorale a eu lieu. Suivant ce reportage que nous propose Vanessa Bompemo. Fixer les règles de jeu en présentant une bonne organisation interne de la société civile pour qu'elle soit une bonne interlocutrice de la CENI en ce qui concerne les questions de l'éducation civique électorale et celle de l'observation électorale. C'est ce qui ressort de la rencontre qui a eu lieu ce jeudi 15 mai au lycée Chaoumba entre les organisations de la société civile et la Commission électorale nationale indépendante. Le premier point concerne l'organisation interne à la société civile pour que elle soit un bon interlocuteur de la CENI en ce qui concerne les questions d'éducation civique et électorale et les questions d'observation électorale. La société civile, à la première rencontre, quand nous nous sommes vus, avait déjà balisé le chemin. Aujourd'hui, nous avons fixé davantage les règles des jeux. Premièrement, les réseaux nationaux vont nous édifier en nous les présentant et en nous disant comment elles sont représentées à tous les niveaux. Au niveau des entités locales, au niveau donc de nos antennes, au niveau de nos secrétariats exécutifs provinciaux et au niveau national. Notons qu'à l'issue de cette grande réunion entre la société civile et la CENI, une commission d'observation électorale a été mise en place. La révision de la Constitution de la République démocratique du Congo est à ce jour fortement refusée par plusieurs instances de la communauté internationale. Pourquoi vouloir à tout prix reviser la Constitution? Suivons alors cette réflexion que vous propose votre rédaction. De la Constitution et par les vrais Congolais et par la communauté internationale devient à ce jour une idole impérieuse. Du ballon d'essai et du livre du professeur Varis Bochab, entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation, jusqu'à la volonté manifeste de la majorité présidentielle à reviser la Constitution par voie référendaire et les différentes propositions de la Commission électorale nationale indépendante à l'Assemblée nationale, tout semblait être clair. Que cette famille politique cherchait le troisième mandat pour le chef de l'État. Après que l'opposition ait monté au créneau pour désapprouver cette démarche qui était suicidaire à la démocratie congolaise. L'État américain John Kerry qui a insisté sur le respect de la Constitution actuelle et à l'organisation des élections conformément à la Constitution actuelle. Ensuite, l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs qui a interdit à l'Afrique de ne pas avoir des hommes forts que des institutions fortes. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est le tour
du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Martin Kobler, d'insister sur le respect de la Constitution. Voilà combien le débat sur le respect de la Constitution peut être considéré comme clos, bien que certains mauvais conseillers voudraient passer outre et tenter de faire croire à l'opinion que la République démocratique du Congo est souveraine et ne peut en aucun cas recevoir des injonctions de notre pays, ignorant ainsi que sa souveraineté dépend toujours des autres. Et donc, nous sommes à un stade d'opérer le choix où on respecte la Constitution et on reste en harmonie avec la communauté internationale, où on la taille sur mesure et on s'assume contre toute pression, bonne ou mauvaise. Alors, Monsieur Gabriel Mokia, là, vous avez suivi les éléments en rapport avec la Commission électorale nationale indépendante. Le vendredi, la CENI a été en échange avec les partis politiques pour la signature du code de bonne conduite des partis politiques. Et voilà, à l'occasion, le président de la CENI a promis la sortie du calendrier électoral, où il estime qu'on doit organiser, d'ici quelques temps, l'élection municipale, urbaine et locale. Et pourtant, il y a eu des études qui ont contredit, entre autres l'AETA, qui a estimé que techniquement, maintenant, c'est difficile de procéder par ces élections. Il faut empirer d'abord ce que nous avions suspendu lorsqu'on organisait les élections en 2011, ça veut dire élections provinciales et sénatoriales. Raison pour l'État, s'il faut commencer par l'élection urbaine, locale et municipale, on n'aura pas l'élection présidentielle en 2016 et on risquera maintenant de tomber dans l'inconstitutionnalité. Alors, trouver des prétextes tels que on a connu des assemblées provinciales, on a connu le Sénat qui ont fonctionné au-delà de la Constitution, et alors, au niveau présidentiel aussi, on peut rester au pouvoir jusqu'à ce qu'on aura organisé les élections. Mais ce sont des échappatoires que les groupes MPP recherchent. Si vous attendez les langages, il faut semblant de respecter ce que John Kerry a dit. Mais en réalité, ils envoient les lieutenants dans les médias pour commencer à dire le contraire, à ouvrir les cœurs de ce qu'ils pensent. Écoutez, tout ça, je vous dis, tout ça retenez, ils sont fiers de l'article 222 de la Constitution. Pour eux, c'est l'article phare aujourd'hui qui doit éterniser Joseph Kabila et son groupe au pouvoir. Cet article stipule que les institutions à place restent jusqu'à l'organisation effective des élections proprement dites. Mais on ne va pas organiser les élections proprement dites telles que vous êtes en train de faire des commentaires sur ce qu'a dit les abbés Malou Malou. Ça dit qu'ils veulent rester au pouvoir. Quand les gens ont des armes, ici d'une rébellion, un rebelle, lui, même si mais vous là, les là, lavez c'est trop comment, dangereux, M. Mokia, parce que rester au pouvoir. vous avez suivi le commentaire. Rappelez, n'est-ce pas, certains messages des instances internationales, entre autres John Kerry que vous venez de citer. Oui. Il y a l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Oui. Il y a M. Kobler. Oui. Et également aussi, aussi. le ministre des Affaires étrangères belge, Didier Reynders. Il est revenu au respect de la Constitution. Alors maintenant, aller au-delà de la volonté de toutes ces instances. Vous ne voyez pas qu'on est en train maintenant de préparer le suicide personnel? Non, le problème c'est quoi? Qui avait installé l'AFDEL au pouvoir? C'est la Belgique, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Maintenant, les enfants, qui même ils ont fabriqué sa tête devant leur papa, devant leur propre papa. Bon, c'est un jeu d'intérêt. Lorsqu'on trouve plus d'intérêt, c'est normal. Mais oui, mais ce n'est pas parce que vous me donnez à manger et que si vous décidez de tuer quelqu'un, ton voisin, pas une arme, et que parce que tu me donnes à manger, que moi je vais accepter cela. Si ce n'est que pour la nourriture, en tout cas, nous on allait mourir parce que des fois on meurt de faim, comme tout le monde. Voilà. Alors, si les grandes puissances disent un mot aux autorités de ces pays à une journée, ils peuvent même partir. Mais comme ils sont en train de les caresser dans le sens des poils, c'est pourquoi il y a ce volte-face, cet attêtement contre les institutions mises en place et surtout à ce qui concerne l'organisation des élections. On verra si cette constitution sera revisée, on verra s'il y aura un troisième mandat pour le chef de l'État. Pour la redynamisation plutôt du parti, le mouvement de libération du Congo a organisé une matinée politique à Tchangou
qui a été honoré par la présence du bureau politique conduit par son secrétaire général Thomas Louaka. Suivant ce reportage que nous propose Alenoka. Dans le cadre de la redynamisation des activités du Mouvement de libération du Congo, MLC, en perspective des échéances à venir, le secrétaire général du parti, Thomas Louaka Losenjola, a effectué une descente samedi 10 mai dernier à la Fédération des Tiangou, plus précisément à Mokali. Dans sa suite, Alexis Lenga, Jacques Lungwana, Egwaki Omer et Valentin Guérengo, respectivement secrétaire général adjoint chargé des fédérations, secrétaire général adjoint chargé de la logistique et de finances, secrétaire national en charge de la mobilisation et président de l'interfédéral du MLC Kinshasa. Dans l'espace Kinkiese, qui a refusé du monde, Thomas Louaka s'est félicité de la ferveur de militantes et militants à qui il a adressé un speech en 3 points, à savoir l'arrivée du secrétaire d'État américain John Kerry au Congo, l'organisation des élections prochaines et le procès du président national du MLC Jean-Pierre Bemba Gombo, auquel il faut greffer celui de Fidel Babala, secrétaire général adjoint en charge de stratégie et questions politiques. Après études, la République démocratique du Congo est classée 177e sur 178 pays où il est malaisé d'être père de famille. Suivant ce commentaire que nous propose Hakim Kombo. L'humanité a célébré, c'était le 15 mai dernier, la 20e journée internationale des familles. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution du 20 septembre 1993, cette journée est une manifestation que la communauté internationale attache à la famille, cellule de base de la société, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à la situation des familles dans le monde, tout en incitant les gouvernements à faire porter leurs efforts sur la politique familiale. Cette journée est aussi une occasion de mieux faire pour comprendre les problèmes que connaissent les familles et stimuler les initiatives appropriées. Elle pourrait devenir un facteur de mobilisation puissant dans tous les pays qui cherchent à apporter une réponse aux problèmes qui se posent aux familles dans chaque société. Elle offre également l'occasion de mettre en relief la solidarité qui unit les familles dans leur recherche d'une vie meilleure. En marge de cette journée, l'organisation caritative américaine a publié son rapport annuel 2014, le 15e du genre, sur la situation des mères dans le monde. Ce rapport est assorti d'un classement de 178 pays du monde qui se base sur 5 indices principaux, à savoir les taux de mortalité de moins de 5 ans, le nombre d'années qu'un enfant passe en moyenne à l'école, la santé maternelle, le revenu national brut par habitant et enfin la participation des femmes dans la vie politique. Pour cette année, le pays où la situation des mères est la meilleure est la Finlande et le pire pays est la Somalie, classé 178e et dévasté par la République démocratique du Congo. Le Niger, 175e par rapport à 2013, la RDC gagne une place et dévance ainsi la Somalie, avec le Nigeria qui représente à eux deux 20% du nombre total de décès infantiles au monde. Les deux pays battent aussi les records en ce qui concerne la malaria. Selon Save Children, cette situation est due à l'insécurité, l'insuffisance des personnels qualifiés et les carences d'équipements et des médicaments, y compris les dégâts orchestrés par les groupes armés. Les conflits en RDC, notent les rapports, ont entraîné d'horribles abus à l'encontre des femmes et des enfants. Cependant, moins de 10% de morts parmi eux sont liés au combat, la plupart ayant été provoqués par des causes évitables comme la diarrhée et le paludisme. Le Premier ministre Matata Ponyo, qui vient de se jeter les fleurs pour l'an 2 de son gouvernement, doit revoir sa copie. La RDC ferme la manche de toutes les statistiques s'agissant du développement humain. Alors, M. Mokia, là c'est trop étonnant et curieux en même temps parce que lorsqu'on voit des études comme ça, la République démocratique du Congo toujours classée dernière. Et derrière la République démocratique du Congo, dans cette étude, c'est la Somalie. Ça veut dire quoi? Sur les 178 pays où il est malaisé d'être maire,
au monde. La République démocratique du Congo se retrouve 177e. Et derrière elle, la Somalie. Alors, pourquoi à chaque fois, lorsqu'on fait des statistiques, des études, le pays se retrouve ou occupe toujours la queue? Ça veut dire quoi? La mauvaise gestion, l'incompétence et l'irresponsabilité de ceux qui gèrent. Mais comment? Et pourtant, ils sont bien cotés ici, lorsqu'on voit les institutions, les entreprises, les ministères, on cote les gens normalement. Ça, c'est des flatteries. C'est les journalistes, il faut suivre ça. Quelqu'un qui a flatté, on lui donne quelques pieds de diamants, il raconte du n'importe quoi. Hein? Si vous êtes en prison, vous donnez à quelqu'un 500 francs, vous verrez que toujours, en tout cas, il peut te donner n'importe quel qualificatif. C'est comme ça. Le problème, c'est quoi? C'était trop tôt que certaines personnes viennent gérer la RDC. Et les gens qui gèrent la RDC sont derrière. Ils donnent maintenant des injonctions de ce qu'on doit faire. Ce n'est pas pour rien. Même Bangui nous dépasse. Même Congo-Brazzaville ici nous dépasse. C'est pourquoi ces gens-là ne nous respectent pas. Qu'est-ce qui manque aussi ici dans notre pays? Tout est pillé. Les entreprises publiques pillées. Les institutions pillées. Tout le monde devait se faire fortune sur le dos des peuples congolais. Mais c'est pourquoi ils refusent les changements, parce qu'ils savent comment ils pillent la RDC. Voilà maintenant les conséquences que vous, les journalistes, vous montrez des choses sérieuses, qui piquent, qui font mal au cœur. La Belgique, jusqu'à aujourd'hui, regrette. Son usine de Vilvoorde, plusieurs usines sont fermées, qui vivaient grâce à notre cuivre. Mais nous avons le cuivre. C'est la Zambie et l'Afrique du Sud et d'autres pays qui attirent profit. Nous-mêmes, nous ne savons pas comment utiliser notre cuivre. Donc, nous avons des techniciens à la matière qui donnent l'espoir au peuple congolais que nous savons faire. Voilà les vrais techniciens à la matière, nous autres. Moi, je ne peux pas imaginer que j'ai commencé avec 500 $, 1000, je peux atteindre jusqu'à 25 millions de dollars dont je parle. Mais eux, ils ont commencé avec des milliards de dollars et qu'ils ont trouvé, les structures sont là. Vous prenez la Sonance, vous prenez la Gécamine, vous prenez l'Amiba, vous prenez l'Onatra et tant d'autres sociétés d'État qui peuvent faire des économies de 12, 20, 15 milliards par mois, par an. Dans les entreprises, tout est pillé. Les conséquences, c'est ce qu'on est en train de plaider. Lorsqu'on voit les responsables des entreprises aujourd'hui haïs depuis très longtemps, on ne parvient pas à nommer les titulaires, mais ça pose également problème. Non, haï doit d'abord, comme on dit, les jeunes disent, Leisa Punda. Après Punda, Leisa. Ils sont là pour Leisa Punda. Alors, dès que haï va pomper de l'argent parce que il est haï, il sera couvert. Il sera couvert parce qu'il sait que haï là c'est pour pomper. Mais avec une ordonnance, vous allez bien vous contrôler. Mais haï a encore la chance, dès qu'il a beaucoup pompé, on dit que ça c'est le nôtre, alors on peut encore vous donner d'autres grades. Alors c'est pour vous dire quoi? Les vrais conseils que je vais donner au service de sécurité et de la police. Quand les gens vont aller manifester à la porte de la Sonance, vous envoyez la police pour aller tuer les gens là-bas. On a tué personne. Bon, même si on a arrêté, on arrête les gens. Pourquoi? La police, les policiers touchent combien? En dehors de d'autres mécanismes qui touchent l'argent d'une façon ou autre. Mais c'est 60 000 francs qui touchent ou 70 000 francs. Donc il fallait laisser les agents... Mais non, quand les agents disent que l'ADG pille, la Sonance réclame 59 millions de dollars produits par les agents qui avaient pris notre destination. C'est pourquoi vous voyez, les agents disent, nous avons fait 36 mois sans être payés. Les caisses de la Sonance peuvent aujourd'hui garder 19 millions de dollars si on payait la totalité de nos arriérés. Voilà, c'est là où il y a les problèmes. Les autorités de la République ne veulent pas se plaigner de la situation. Mais moi qui est opposant, je connais maintenant la situation. Donc vous maîtrisez bien Je maîtrise bien la situation parce qu'on m'a amené la situation à partir des ministères des portefeuilles. Les ministères des portefeuilles veulent parler, mais les ministères des portefeuilles peut-être connaissent d'où part l'argent. Les ministères des portefeuilles, c'est-à-dire, il y a eu les primes des risques versées l'année passée, c'était 44 millions de dollars. Ils ont payé aux gens qui faisaient des accidents, tout ça, ça fait toute une année, c'est 6 millions de dollars. C'est 36 millions et quelques. Et plus 23 millions de dollars
Et donc 12 millions ont été pour les frais de fonctionnement, ce qui est normal. Mais les restes d'argent, on n'a payé que pour 4 millions de dollars aux agents. Donc si vous versez, vous êtes à 59 millions. Même TVA, ils ne payent pas l'argent versé de TVA dans un compte. Attendez, je termine là. Maintenant, les agents de la SONAS disent que si vous nous payez nos arriérés, ils vont rester dans les caisses de la SONAS, c'est 19 millions. Mais c'est au service de sécurité parquet général de la République ou parquet général. De s'en saisir du dossier. De se saisir du dossier. Parce que moi qui est politicien opposant, j'ai le contrôle de certaines choses. A fortiori, qui ont la puissance publique entre leurs mains, mais ils peuvent arrêter des gens. Pourquoi vous devez faire 26 mois ou 36 mois? Ça pour autant payer les agents. Mais les agents qui produisent cette manne savent comment vous commencez à prendre l'argent donné ailleurs. Et maintenant, la police qui s'amène pour couvrir les malfaiteurs. C'est le monde à l'envers. L'inauguration du studio de la RTNC 3 pour les institutions a eu lieu à la satisfaction des autorités de tutelle. Ce studio est propre pour la police nationale congolaise. Suivons ce reportage. L'enceinte du commissariat général de la police nationale congolaise à Kinshasa-Lingwala, à côté du palais du peuple, a servi de cadre ce vendredi 16 mai à la manifestation marquant l'inauguration du studio RTNC 3, institution police nationale congolaise. L'honneur est revenu au ministre des Médias Lambert Mende Omalanga, qui avait à ses côtés le commissaire général de la PNC Charles Bisengimana de couper les rubans symboliques et de participer à la première émission présentée par notre consort Christine Lenzo de la RTNC. Dans son mot de circonstance, Lambert Mende a souligné l'importance de la police dans les relations interpersonnelles et communautaires. Cet outil de sécurité au service du gouvernement, a-t-il dit, a des défis complexes et multiples, dont celui de faire corps avec la population. Et les moyens du parvenir, c'est notamment la communication. Dans un pays post-conflit comme la République démocratique du Congo, cet outil de l'État porte véritablement sur ses épaules la plupart des fondamentaux d'une vie sociale harmonieuse. Les défis auxquels la police nationale congolaise est confrontée à ce titre sont donc complexes et multiples. Et face à tous ces défis, l'arme décisive des forces de police est, comme vient de le rappeler le commissaire général, de faire corps avec la population. Le moyen le plus sûr d'y arriver est certainement la communication. Tout ceci pour dire que le gouvernement tient à ce que la police puisse communiquer avec la population pour que son action de protéger et sécuriser les citoyens et leurs biens soit comprise, soutenue, intégrée et accompagnée par la population. Pour sa part, le commissaire général Charles Bisengimana s'est félicité de l'acquisition de cet outil qui rentre dans le cadre de la réforme de la police et de la modernisation. Ce studio, a dit le premier policier, va participer. Voilà, M. Mokia, parce que là, nous sommes à la fin. Peut-être une question en rapport avec l'amnistie, parce que les gens en parlent. Hein, et on estime que c'est vrai qu'elle était au départ sélective, mais maintenant, elle est tendancieuse. Alors, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la loi réussit, quand bien même qu'en même temps, les responsables, en tout cas, des têtes d'affiche comme reconnues, personne n'est amnistié jusque-là. Alors, la fois passée, j'avais reçu quelqu'un qui parlait des frétins, mais bon, enfin, ce ne sont pas des frétins, mais des hommes alors. L'amnistie, vous faites quelle lecture maintenant de la partie réalisée déjà par les autorités? L'amnistie, c'est un acte de pouvoir législatif. Le pouvoir législatif a déjà fait son amnistie et on a déjà promulgué. Mais si vous allez à la prison d'Indolo, beaucoup ont été amnistés, mais ils sont là. On ne veut pas que les gens ne veulent pas qu'ils sortent. Même ceux qui ont eu la chance de sortir, on est allé les gazer là-bas à la cité Mamobutu.
Ils me demandent à moi tous les jours de dire aux autorités de les remettre en prison. Les anciens militaires alors? Oui. Ils veulent les retourner à la prison centrale de Makala qui est de rester là parce que la nourriture que l'on donne, et ils ne comprennent pas qui les prépare et comment ils mangent. C'est ça qui viennent avec ça, ils disent essaye et ils refusent. C'est pas plus prudent parce que les militaires, on ne sait pas les laguer comme ça à la société. Non, mais non, vous donnez. On dit l'amnistie, c'est un acte de pardon généralisé. Même si tu as tué, quand tu es amnistie, c'est-à-dire que c'est fini. On te fait confiance. Tu dois être réintégré maintenant dans la société ou dans l'armée. Sachant que tu ne vas plus commettre ce genre de bavures, sinon, prochainement, on ne va plus vous pardonner. C'était un grand pardon, non? Mais maintenant, comment les gens qui ont été amnistiés commencent à choisir? Surtout les étrangers, ils sont déjà partis. Même ceux qui sont au Rwanda, ils sont déjà amnistiés, ils sont là carrément. Mais pourquoi on est toujours contre les Congolais? Les Congolais sont en train de pleurer à la prison d'Indolo. On vient, on prend tel, mais les autres, on leur note aussi la liste de ceux qui ont été amnistiés, mais on refuse de les faire sortir. Il n'y a aucune procédure à suivre. Mais il n'y a pas de procédure. On a terminé la procédure par la promulgation de cette loi de l'amnistie. Mais les gens ne peuvent plus rester en prison. Les gens qu'on parle de Odjani et d'autres, ils ont été amnistés beaucoup, mais ils sont toujours là en prison. Merci. Mais pourquoi, je termine là, pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures? Pourquoi on est contre les Congolais? Merci, monsieur. C'est une chance pour vous que j'arrive dans la politique. J'aime les Congolais et les Congolais seront heureux à tout. Sur le plan économique, le social des Congolais et surtout les paiements des salaires des Congolais, vous allez en tirer des conséquences et surtout les bénéfices que je vais apporter à ces peuples, que l'injustice que les gens sont en train de récolter aujourd'hui. Nous estimons que vous serez alors, vous ferez l'exception, vous ne serez pas comme les autres. Un bon père de famille, un bon père de famille. Les autres l'ont dit, comme vous le dites aujourd'hui, mais le comportement. Mais moi je suis différent. À l'actif, je suis très différent. J'aime mes frères. Mais regardez aujourd'hui, les agences à douane, on donne ça aux étrangers. Comment un étranger qui est importateur, lui-même aussi doit avoir une agence à douane? Et voilà, nous sommes pratiquement... C'est ce que vous dites qu'un pays sous-développé, Merci. où il n'y a pas de loi. Nous sommes pratiquement à la fin de notre journal rétrospectif de ce dimanche 18 mai 2014, que nous avons reçu pour vous M. Gabriel Mokia, président national de MD Congo. Et voilà, avec lui, on a échangé sur l'actualité diffusée durant la semaine. Alors, nous estimons que vous aviez été attentifs, vous l'aviez suivi. Nous sommes à la fin, alors le rendez-vous autre dimanche. Au revoir.